Première question, Laurence Grondin-Robillard, remettez-moi ça en perspective. Ça a changé de manière révolutionnaire la façon dont on échange et on diffuse du contenu sur la planète, là. Oui, tout à fait, parce que YouTube a permis justement à l'utilisateur de non seulement être un consommateur de contenu, mais de devenir facilement un producteur du contenu, ce qu'on appelle des prosumers ou des prosommateurs, si vous voulez, en français. Et donc, vraiment, ce qui était réservé à des diffuseurs, des chaînes de médias avec une certaine ligne éditoriale, bien là, ça devenait accessible à qui voulait vraiment produire du contenu, des vidéos, les mettre en ligne. Ça prenait une connexion Internet et une caméra. Donc, une démocratisation à l'échelle planétaire, Laurence Grondin-Robillard, de la production de contenu. Alors que ça peut être du contenu mauvais, puis ça peut être du contenu très bon. Oui, ça peut être du contenu éducatif, mais ça peut être des tutoriels, par exemple. Il y a du contenu académique aussi, mais ça peut être de l'humour, des vidéoclips énormément. Hein. Le monde de la musique a aussi été modifié par YouTube et ça sert même d'archive pour nous, les chercheurs, les gens au cycle supérieur. Dès 2008, on a souligné à quel point YouTube, par un physicien qui utilisait la plateforme, était pratique pour la création de cours, mais aussi pour présenter du contenu et des théories à des étudiants à l'université. C'était en Australie, il me semble. Donc, vraiment, YouTube a énormément de vocation. Émile Roy, Émile, tu as été... En fait, tu as grandi là-dedans. En quoi YouTube, d'abord, a changé ta vie? Là? Puis je pense que c'est pas exagéré de le dire. Là. Pas du tout. Moi, YouTube a eu un impact immense dans ma vie. J'ai suivi des YouTubers comme Casey Neistat, comme Thomas Gauthier, comme Élie Pilon au Québec, Lisanne Nadeau, qui font un peu partie de cette première vague de YouTubers. Et moi, très jeune, ça m'a un peu donné cette idée que on peut se permettre de rêver. On peut se permettre de rêver à faire des films, faire de la création un peu différemment. Tu sais, on le disait, c'est un peu une promesse démocratique aussi. Si tu as une connexion Internet, tu peux créer, tu peux raconter des histoires. Moi, je reviens d'Amazonie récemment en tournage d'un documentaire et là-bas, il y avait des leaders autochtones qui partageaient des vidéos YouTube pour raconter un peu leur réalité en Amazonie. Donc, c'est peut-être parfois des gens qui ont moins eu accès aux médias traditionnels par le passé qui peuvent finalement partager sur YouTube et c'est aussi plein de beaux contenus que je continue de consommer aujourd'hui. Il y a eu, Émile, cette étiquette à coller à des YouTubers pendant longtemps en disant ah ben ils parlent juste de choses légères, c'est des vidéos pas profondes. Ça a changé quand même de manière fondamentale depuis quelque temps, là, non? Oui, puis en fait, ce qui est difficile, la situation au Québec est particulière parce que quand on se compare aux États-Unis et en France, il y a beaucoup de chaînes YouTube spécialisées qui se sont créées des équipes, qui sont créées des studios de création et qui, eux, arrivent au niveau presque de la qualité de la télévision ou du cinéma, mais sur YouTube. Au Québec, ce qui est plus difficile, c'est que pour financer la culture, il faut passer par la SODEC ou par Téléfilm Canada. Et aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas, par exemple, YouTube comme diffuseur. Et donc, c'est plus difficile d'avoir des projets peut-être plus ambitieux, peut-être avec des équipes sur YouTube au Québec, même si on essaie fort de pousser la balance. Et on se rend compte que les jeunes et ma génération, on écoute YouTube, on écoute les nouveaux médias. Donc, la culture, elle est aussi sur Internet, elle est aussi sur YouTube. Je pense que c'est important de dire, j'espère que le financement et la structuration des projets pourra être possible aussi sur YouTube. Laurence Grondin-Robillard, vos élèves, les gens autour de vous, c'est une source quand même très importante d'informations. On le dit, c'est un cliché. Là. Les jeunes n'écoutent pas le téléjournal entre 6 et 7. Ils vont aller chercher des reportages, par contre, qu'on va découper et qu'on va mettre, nous, sur YouTube. C'est riche et c'est important. Ça va rejoindre, ça permet à l'info d'aller rejoindre plus de monde. Oui, tout à fait. Donc, on va aller chercher les jeunes parce qu'ils vont être sur la plateforme. D'ailleurs, le dernier rapport de Digital News Report de l'Institut Reuters soulignait que les jeunes, et même les Canadiens en général, ils préfèrent s'informer sur YouTube que sur les plateformes de méta, dont Facebook. Naturellement, on a le blocage des nouvelles
parce que Facebook a voulu se sortir du cadre de la loi C-18. N'empêche que cette tendance-là, elle était déjà remarquée avant le blocage des nouvelles. Donc, c'est une façon, les médias traditionnels et autres, d'aller chercher de nouveaux auditeurs. Et je veux juste rebondir sur ce qu'on disait sur le financement. Ça s'est quand même amélioré parce que Téléfilm Canada et le Fonds des médias offrent notamment le programme des créateurs numériques où on va justement financer des projets qui visent à justement créer du contenu, mais pour YouTube et d'autres plateformes numériques. Toi, Émile, YouTube, tu apprends, est-ce que c'est pas exagéré de le dire, tu apprends chaque jour des choses, c'est pas que, parce qu'encore une fois, là, les préjugés chez les plus vieux, là, moi je suis représentant des plus vieux, puis encore plus, il y a des gens, ah oui, mais ils s'abrutissent avec des vidéos. Tu apprends des choses extraordinaires sur YouTube. Ben, absolument. Puis là, je tiens à saluer le travail extraordinaire de YouTubers, que ce soit au Québec, que ce soit en France, aux États-Unis. Des gens comme Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre qui fait un contenu informatif extrêmement rigoureux, extrêmement pertinent. Des gens comme on parlait de Ali Brassard, Chahine dans le reportage, qui font vraiment un contenu qui rejoint des centaines de milliers de personnes, qui pour moi rivalisent avec les plus grands studios. Moi, j'ai appris à filmer, faire du montage avec YouTube. J'ai appris à écrire des scénarios avec YouTube. Je regarde des reportages partout à travers le monde quotidiennement sur YouTube. YouTube, c'est l'accès au monde en direct à chaque seconde qui se renouvelle. Puis c'est l'occasion aussi de créer puis de raconter différemment, mais ça n'enlève rien, ceci dit, à la télé et au cinéma qui vont continuer d'exister puis qui vont être importants, les séries, les films, mais la vidéo devient une nouvelle manière de raconter et de créer. Bon, si on se projette pour les 20 prochaines années, puis c'est très difficile, ça bouge très, très vite, là, mais les grandes tendances, Laurence Grondin-Robillard, est-ce que le contenu commence à migrer? Bon, TikTok, c'est court, là, c'est des courts vidéos, Instagram, Reels, tout ça. Est-ce que ça migre ou YouTube reste un acteur qui va rester extrêmement important, là? YouTube va rester un acteur important. Même TikTok tend à rallonger les vidéos qui sont proposées sur la plateforme. On est passé de 60 secondes à 3 minutes à 10 minutes et plus encore maintenant parce qu'on s'est rendu compte que le contenu long pouvait entraîner davantage d'engagement. Et donc, on mise là-dessus, on tend à copier YouTube, alors que YouTube tendait à copier TikTok en reproduisant ce que TikTok offrait avec les shorts sur YouTube. Mais non, c'est le contenu long, c'est l'histoire aussi, c'est le fait qu'on peut retrouver des vieux clips de 2005 et plus encore. Donc, vraiment, ça va rester pour l'instant. Et en plus, ça bénéficie de tout ce qui est Alphabet et donc Google. Alors, mis de l'avant sur les moteurs de recherche, le moteur de recherche le plus utilisé, en plus de tout le contenu disponible, bon et moins bon. Donc, non, c'est bien parti pour YouTube. C'est intéressant, ça, Émile, parce que toi, tu fais depuis un certain temps des vidéos plus longues avec du contenu sur l'environnement, etc., sur l'anxiété récemment et tout ça. Ça veut dire que ça paye, la lenteur et la profondeur sur YouTube, ça peut payer, là. Oui, je pense qu'il y a une transition. Je pense que YouTube a commencé effectivement avec des vidéos plus courtes, plus spontanées. Tout ce qui était spontané était récompensé sur Internet. Des vidéos peut-être dans sa chambre, c'est le cliché du YouTube du départ. Puis maintenant, je pense que ce qui est récompensé que ce soit sur Internet ou dans les médias en général, c'est le contenu plus profond qui est original et qui dit quelque chose d'unique sur son époque. Et moi, les gens, encore aujourd'hui, me parlent peut-être de la vidéo que j'ai faite sur la solitude il y a 4-5 mois ou du film sur l'anxiété que j'ai fait il y a 3 ans, qui est un docu-fiction. Ça peut rester encore, je suis content de le voir parce que moi-même, j'ai vu ça évoluer. Les vidéos peuvent rester des années dans l'esprit des gens et tant mieux, je pense que le contenu l'emporte. J'espère que le contenu l'emporte et j'ai hâte de voir comment ça va continuer à évoluer sur toutes les plateformes. Laurence Grondin-Robillard, c'est assez positif tout ça en conclusion, là.
Oui, c'est positif, mais il ne faut pas oublier que YouTube appartient à Google et Google se plie quand même actuellement aux demandes du nouveau président des États-Unis, notamment a changé le nom du golfe du Mexique pour le Gulf of America sur Google Maps. Alors, est-ce que ça va aussi se transformer et se transposer sur YouTube? Bien, ça va être à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça sera aux artisans comme Émile et tous les autres aussi à forcer puis à continuer à vouloir faire du contenu rigoureux et tout ça. Très intéressant. Laurence Grondin-Robillard, professeure associée à l'École des médias à l'UQAM, merci d'avoir été là. Émile, merci d'avoir été là. À bientôt. Au revoir. Merci.